Bonjour et bienvenue à Hockey le magazine. J'espère que vous avez connu un bon temps des fêtes. Ici Denis Gauthier, en compagnie de mon collègue Jasmin Leroux, et on a encore une émission bien chargée à vous présenter aujourd'hui. Oui, tout à fait, Denis. On va rencontrer Joël Bouchard, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval. On va également s'entretenir avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont, une autre grosse émission. Et on va également parler de hockey mineur avec Julien Gauthier, quelqu'un de très important dans ta famille. Oui, mon neveu, Julien, qui est de la propriété des Hurricanes de la Caroline. Moi, je vous reviens avec la chronique équipement et sur la glace avec Steve Brûlé. Hockey Magazine, c'est parti! Hockey le magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine en compagnie de l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Joël Bouchard. Joël, parle-moi d'abord comment ça va depuis le début de la saison avec le Rocket. C'est une adaptation pour toi de passer au prochain niveau. C'est quoi les premiers sentiments? Écoute, c'est très stimulant. Les professionnels, évidemment, comprennent que c'est un gagne-pain pour eux autres, veulent s'améliorer, ils posent beaucoup de questions. La bonne nouvelle, c'est que c'est des joueurs qui arrivent d'un peu partout. Donc, il y avait juste 5 joueurs, je pense, qui étaient de retour de l'an passé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on se connaît pas beaucoup. Fait qu'il faut apprendre à se connaître, il faut continuer à travailler ensemble. C'est un partenariat, que ce soit avec des joueurs juniors, des joueurs de la Ligue nationale ou des joueurs de la Ligue américaine. Les joueurs juniors, tu recommences beaucoup souvent aussi. Oui, tu recommences, mais tu as au moins une base de 6, 7, 8 moineaux, que j'appelle, que tu es capable de rester avec eux autres, puis à un moment donné, tes points. Tu connais sa manière de faire. Exactement. Ouais. Mais c'est correct aussi, les gars apprennent extrêmement rapidement. Comment la plus grosse différence peut-être entre le niveau de la Ligue américaine puis l'entraîneur-chef au niveau du hockey junior? C'était quoi la première chose que tu as remarqué? L'exécution des joueurs professionnels est évidemment plus haute. Tu es capable de passer à quelque chose plus rapidement, que ce soit défensivement, offensivement. Un coup, les joueurs professionnels ont compris, ils ont de l'expérience, tu es capable de les pousser peut-être plus longtemps, un peu plus rapidement dans l'exercice. Puis après ça, bien, tu peux passer à d'autres choses et l'amener à un autre niveau, l'amener à un autre niveau. C'est ça qui est stimulant. Et du côté du junior, bien, des fois, il faut prendre notre temps parce que la capacité physique, des fois, ne le permet pas. Ou souvent, on demande beaucoup de choses et puis ils ont l'école, ils ont tout. Tandis que dans le hockey professionnel, on est capable de condenser tous dans la même direction là, pour une journée complète versus le junior où il va y avoir de l'école, il va y avoir des joueurs qui manquent. Exactement. Je veux te parler de coaching, Joël, en même temps, pendant de profiter de ta présence. Entraîner une équipe de hockey, c'est 20 individus, c'est peut-être pas une équipe complètement. Tu as souvent parlé de ce phénomène-là. Parle-moi un petit peu de... Bien, tu sais, la vieille mentalité, c'était l'entraîneur qui disait « Adaptez-vous à moi, je vais dire la direction, puis vous devez me suivre. » Puis j'aime ce côté-là aussi, des fois, de dire « Regarde, on va avoir une façon de jouer, on va travailler ensemble dans la même direction. » Je dois guider l'équipe en tant qu'entraîneur, mais je dois aussi m'adapter à chaque individu et de prendre le temps de leur parler à eux autres aussi un peu et m'adapter à de la façon qu'ils veulent travailler aussi sur certaines situations. Bon, il y a des choses que je ne vais pas négocier, je ne changerai pas, mais il y a des choses qu'il faut que je travaille avec le joueur de hockey aussi. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs. Je demande avec eux autres, je vais leur dire leur vérité, c'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de zone grise, mais de l'autre côté, il faut que je sois capable de m'investir avec eux autres aussi dans la personne. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend aussi un peu d'ouverture d'esprit. Ce qui est bon aussi de se faire challenger en tant que coach avec l'ouverture d'esprit. Mais c'est sûr qu'à la fin, quand je prends une décision, bien, on va dans cette C'est la ligne de Joël Bouchard quand même à la fin du compte. La dernière question que j'avais pour toi, quand un joueur quitte Joël Bouchard, quand un joueur quitte son équipe, qu'est-ce que tu as envie que ce joueur-là retienne de toi? Qu'est-ce que la valeur peut-être principale que tu as envie qu'il ait appris sous Joël Bouchard? L'éthique de travail, les détails. Je pense qu'il n'y a pas de... Les joueurs ne font pas la Ligue nationale, ne font pas une carrière professionnelle par tour de magie ou par chance. Il y a toujours un joueur qui va être capable de se démarquer du lot par rapport des autres, justement, dû à quelques détails, dû à quelques situations critiques dans un match qui paraîtra peut-être pas pour les gens à la télévision ou dans l'amphithéâtre, mais que l'entraîneur va le savoir, va dire « Hey, ça, c'est un joueur de hockey. Lui, il a bien fait ça là. Ça, c'était bon pour lui. C'est une belle expérience. » Fait que c'est ça que je veux que les jeunes apprennent avec nous, les entraîneurs, pour que quand ils vont monter dans l'autre niveau, que ce soit du junior à la Ligue américaine ou même de la Ligue américaine à la Ligue nationale, bien, il y ait les outils dans leur sac pour être capable de jouer. Parce que la chose la plus difficile pour un joueur, c'est d'avoir la confiance de ton entraîneur. Puis quand un gars arrive de la Ligue américaine, montagne nationale, là, c'est le plus beau talent que tu peux avoir en tant que joueur de hockey, c'est de donner confiance en ton entraîneur, de te donner la tape sur l'arrière du dos, puis de dire « Vas-y, va faire la mise au jeu, t'es correct. » Puis ça, c'est difficile à avoir, surtout quand t'es rappelé ou t'es un jeune joueur dans le hockey professionnel. Bien, vous semblez sur la bonne voie, on est dans votre building. On va vous souhaiter une bonne première saison avec le Rocket puis la meilleure des chances, Joël. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Cette semaine, à la question quiz,
Julien Gauthier a disputé 4 saisons dans la LHJMQ avec les Foreurs de Val-d'Or et les Sea Dogs de Saint John. Combien de points le choix de premier tour des Hurricanes en 2016 a-t-il amassé au cours de son passage dans le junior québécois? Est-ce que c'est A, 209, B, 211 ou C, 213? La réponse, après la pause. La réponse B. Julien Gauthier a récolté 211 points en 227 parties dans l'uniforme des Foreurs et des Sea Dogs entre 2013-2014 et 2016-2017. Il aura connu la saison la plus prolifique de son parcours junior en 2014-2015 avec une récolte de 38 buts et 73 points en 68 matchs avec Val-d'Or. Il aura profité de son passage avec les Sea Dogs en 2016-2017 pour soulever la Coupe du Président avant de faire le saut dans la Ligue américaine avec le club école des Hurricanes la saison dernière. On l'a récemment rencontré dans le cadre du segment Parcours au hockey mineur. Moi, j'ai joué mon hockey mineur à Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Dans le fond, j'ai joué Mag, Novice, Atome, POI, Bantam, vraiment à Montréal. Pour ça, j'étais dans la structure Midget 3 Laval-Montréal pour le Midget 3, dans le fond. Puis j'étais drafté à partir de là par les Foreurs de Val-d'Or. J'ai joué 3 années avec eux, puis j'ai joué une dernière demi-saison avec les Sea Dogs de Saint-Jean. J'ai pas mal tout gagné dans mes années. Pour de vrai, j'ai gagné dans le POI, j'ai gagné la Coupe de j'ai gagné Bantam aussi, j'ai gagné Midget 3, les séries, j'ai gagné fini 3e à la Coupe de J'ai gagné 2 fois dans le géant majeur. Fait que j'ai pas mal eu des saisons assez gagnantes dans ma vie. C'est vraiment exceptionnel, là. Surtout d'avoir un bon timing, de tomber tout le temps dans les équipes gagnantes, puis de faire partie de ces moments importants-là, ça a été vraiment le fun. J'ai eu un gros obstacle à un moment donné. Quand j'étais Bantam deuxième année, je me suis cassé le fémur. J'ai eu un coup de genou, je me suis cassé les jambes, j'ai eu une opération, ça a été un gros coup, ça a été long à s'en remettre. Mais regarde, aujourd'hui, tout va bien, 100 puis regarde, il n'y a pas d'embûche là. C'est là que tu te dis que les grosses blessures peuvent arriver, parce qu'on en parle souvent, mais il n'arrive pas souvent, les grosses blessures. Mais quand ils arrivent, ça te donne un gros coup qui disent, regarde, faut que tu aies un plan B aussi, mais regarde, ça a bien fonctionné pour moi là, alors qu'en ce moment, puis regarde, j'ai pas mis toutes mes jeux dans le même panier non plus. Surtout la Coupe du Président cette année, là, regarde, on a gagné, j'ai beaucoup participé aussi, des très bons playoffs, très belle saison. La première fois que j'ai joué géant majeur au Colisée Pepsi à Québec, ça a été vraiment le fun. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mon premier but en carrière géant majeur. Ça a été vraiment impressionnant. Quand tu arrives, tu n'as jamais joué devant plus de peut-être 1000 personnes dans ta vie. Tu arrives au Colisée, ma 5e game dans le géant majeur, tu as 10 000 personnes dans les estrades. Ça a été vraiment impressionnant. Il faut vraiment être la passion de jouer parce que souvent j'ai vu des parents qui voulaient plus que les jeunes dans le fond. Puis regarde, je pense que c'est vraiment la passion de jouer qui t'amène où est-ce que tu es aujourd'hui. Regarde, j'ai vu beaucoup de très bons joueurs quand ils étaient jeunes. Puis tu sais, on dirait c'est la terre leur été donnée, mais regarde, c'est la persévérance au cours des années qui te fait en sorte que tu passes à travers tout ça puis que tu deviens meilleur qu'eux. Moi, j'avais 2 joueurs nationaux que j'aimais beaucoup. C'était Rick Nash et Ilya Kovalchuk. C'était 2 gros gars qui étaient capables de scorer au début, un bon coup de patin, des très bons joueurs de hockey, encore très bons les deux. J'ai toujours été ailier droit, même attaquant, je te dirais. J'ai jamais changé de position. Je parlais au hockey, mais j'ai fait quasiment tous les sports, là, soccer, basketball, baseball, natation, nomme-les, je les ai toutes faites. Là, mais pour de vrai, oui, c'est une bonne affaire. Ça te donne une belle diversité dans ta vie. Ça te montre d'autres choses que le hockey. Le hockey, c'est pas juste ça qu'il y a dans le monde. Puis regarde, ça te fait, dans le fond, découvrir plein d'affaires. Je pense que je suis un gars très dédié à mon sport, honnêtement. Je m'y donne beaucoup, je pense au sérieux. Puis la discipline, j'ai pas mal la passion. Je fais tout pour essayer de réussir le plus que je peux dans mon sport. C'est vraiment la passion qui t'amène. C'est pas l'argent, c'est pas le fame. C'est vraiment la passion qui va t'amener à la Jeunesse nationale et avoir du plaisir. Au retour de la pause, notre 3e capsule de la saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont. Cette semaine, nous parlerons de la gestion du cas par les entraîneurs pour arriver à avoir du succès dans son équipe. On est cette semaine en compagnie du docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont pour parler cette semaine, Sylvain, de la gestion du cas par les entraîneurs. Et ça, c'est un phénomène qui est arrivé dans les dernières années qui est hyper intéressant. On ne voyait pas ça par le passé, les entraîneurs qui devaient gérer 20 individus plutôt qu'une équipe. Oui, mais c'est notre société maintenant, c'est là où on est rendu. On est un endroit où chacun des individus, des personnes, est le centre de l'univers. Donc, on les a depuis des années, dit comment il était bon, comment il était beau, comment il était capable, que tout est possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des jeunes qui sont beaucoup axés sur eux-mêmes et qu'on doit faire attention de la façon dont on va communiquer avec eux. C'est pas une chose négative en tant que telle. C'est quelque chose qui est bien, mais
de plus en plus, on voit chez des jeunes qu'on a des statuts particuliers, que ce soit à l'école avec le TDAH. On est rendu avec une médication qui dépasse 30 des jeunes. On a des jeunes qui, à la maison, bien, ils sont un petit peu un roi. Donc, quand ils arrivent à l'aréna puis qu'on n'est pas traité puis qu'on ne donne pas toute notre attention, bien là, c'est difficile pour eux. Mais en même temps, c'est une belle école de la vie. Le sport a toujours été comme ça. On l'a toujours dit que le sport était une belle école. Ça aide à coopérer, ça aide. Donc, effectivement, c'est du cas par cas, mais il ne faut pas juste donner le même temps à la même personne toujours. S'assurer qu'on va partager notre temps à travers les 20 individus qu'on a, qu'on leur donne autant d'importance aux uns qu'aux autres. Puis c'est drôle parce qu'en étant avec le Canadien, avec Michel Therrien, à un moment donné, j'avais dit à Michel, assure-toi de donner du temps à chacun des joueurs. Mais il dit, des fois, j'ai rien à dire à un des joueurs. J'ai dit, c'est pas grave, assieds-toi en face, dis, j'ai rien à te dire, mais je veux que tu sois là pareil, pour que chacun se rende compte. Si lui a quelque chose à dire. Exactement, puis que chacun se rende compte qu'ils ont tous leurs 5 minutes de gloire avec l'instructeur, donc de donner du temps. Puis souvent, une des choses où c'est très difficile, c'est quand il va y avoir des coupures au début de saison. On ne prend pas le temps d'expliquer aux jeunes pourquoi il est coupé puis qu'est-ce qu'il pourrait améliorer. Fait qu'on le fait, mais pour lui, c'est la fin du monde, là. Il rêve depuis 1 an de jouer dans la classe élite et là, on arrive à la fin puis on le coupe tout simplement. Ça devient vient chez lui sans savoir pourquoi. Sans savoir pourquoi. Ou c'est soit parce que c'est envoyé par un courriel, soit que c'est envoyé, soit que c'est une liste qu'on a mis au mur. Si on n'a pas le temps d'expliquer à des jeunes que c'est une grande partie de leur vie que de faire les équipes, on devrait couper sur du temps, sur autre chose. Cette partie-là, elle est tellement importante. Il y a tellement de jeunes qui retournent à la maison, qui sont blessés et qui ne comprennent pas que notre rôle, c'est de leur expliquer pourquoi, leur dire qu'est-ce qu'on a aimé d'eux. Je dis, c'est toujours faire, là, quand on a du cas par cas, faites une technique qui s'appelle la technique sandwich. Ça fonctionne très bien. Je dis à la personne à qui je m'adresse, voici ce que j'aime de toi. Voici où tu te démarques vraiment. Voici comment je suis fier de travailler avec toi. Donc, automatiquement, la personne en face de moi se sent plus en confiance. Se sent plus en confiance, va baisser ses gardes, puis là, elle est moins anxieuse. Donc, quand je vais lui dire quelque chose, elle va être capable de m'écouter parce que là, au début, elle s'assoit là, puis elle se dit « Ah, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Puis qu'est-ce qui m'est arrivé exactement? » Donc, quand on est sous ce stress-là, on n'est pas en train d'écouter, on est en train de se parler à soi-même pendant que l'autre personne nous parle. Mais lorsque je te mets en sécurité, en premier lieu, c'est la sécurité. C'est ça que les gens ont besoin. 2, c'est communiquer, puis 3, c'est de créer la relation. La deuxième façon, c'est au moment où j'ai quelque chose à reprocher à un jeune ou à un autre adulte, je lui dis « Voici ce que tu fais de bien et voici ce que j'aimerais qu'on corrige. » On corrige. C'est pas dessus, c'est pas de pointer du doigt et de menacer ou de ça, condamner. C'est une technique dans beaucoup d'aspects de la vie, de parler au jeu et d'inclure le « on ». C'est tellement important, Jasmin. On le dit là, à la télé pour le monde du hockey, mais c'est vrai dans le monde du travail, c'est vrai partout. Donc là, je dis à la personne, ensemble, s'il y a une erreur, je pense qu'on a commis une erreur. On peut peut-être reviser comment on devrait le faire. Puis là, je vais lui dire ce que j'aimerais de lui. Je lui dis ce que je veux, non pas sur une accusation, mais ce que j'aimerais maintenant. Et je termine en disant, je sais que ça va bien aller, je sais que tu m'as écouté, puis je suis certain qu'on va faire mieux la prochaine fois. Je termine avec la solution et quelque chose de positif pour que le jeune dise, bien là, j'ai reçu cette information-là, on me demande quelque chose, je vais aller l'appliquer, puis quand je vais l'appliquer, bien, je vais pas être fier de moi. Mais en même temps, ça vient pas jouer sur mon estime de moi ni ma confiance. On a parlé vraiment que des faits. Ouais. C'est d'être factuel et non pas de dire, bien, c'est ça, puis d'aller sur l'être en tant que tel, mais sur ce que la personne a fait et qu'est-ce qu'on veut qu'il change dans ce comportement-là. Mais c'est super intéressant. On a parlé beaucoup des joueurs dans notre dernière capsule, puis là, de pouvoir explorer un peu plus le côté des entraîneurs, c'est super intéressant. Merci beaucoup, M. Guimont. Merci beaucoup, Jasmin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Cette semaine, à la chronique équipement, je suis accompagné d'Éric Dupont qui va venir nous parler des pièces d'équipement beaucoup moins spécifiques qu'on a fait dans le passé. Tu vas parler de pièces de protection de façon plus générale. Exactement. Quand on parle d'équipement, on parle souvent de patins, de bâtons, qu'on accorde beaucoup d'importance, une large partie de notre budget. Mais les pièces qui vont sous notre chandail et nos bas sont tout aussi importantes, soit les épaulettes, les jambières puis les protège-coudes. Il ne faut pas négliger ces pièces d'équipement. Évidemment, ce ne sont pas des pièces d'équipement qui sont apparentes à l'œil lorsqu'un joueur joue, mais offrent une protection maximale lorsque vient le temps de performer. Ça, il n'y a aucun doute. Tu regardes avec la vitesse des joueurs aujourd'hui, la grosseur qu'ils ont, la force des lancers, ces pièces d'équipement prennent toute leur importance parce qu'avec tout ça,
il y a plusieurs blessures qui peuvent subvenir à la suite d'un contact ou d'un tir. Exactement. De nos jours, des fois, on a une petite crainte par rapport au poids, la légèreté des produits, mais légèreté égale pas nécessairement moins de protection. En fait, c'est le contraire. C'est très léger puis ça protège plus que ce qu'on avait auparavant. Pour débuter, Eric, il y a quelques produits de Bauer que tu veux nous montrer. Exactement. On va commencer avec la série Nexus 2N. Offre une couverture complète et plus volumineuse afin de maximiser la protection. Premièrement, du côté des épaulières, on y retrouve un ajustement en plusieurs points et elles sont moulées avec protection IX. En ce qui a trait aux jambières, on y retrouve une coquille moulée pour le protecteur de tibia et de genou. Elles offrent aussi un protecteur de mollet avec courroie Tune Fit. Finalement, du côté des coudières, leur coquille est moulée avec mousse IX. Un détail important pour les gens à la maison, lorsqu'on jase d'épaulettes, de coudes et de jambières, la doublure Sanitize va vous tenir au frais et réduit les odeurs également. Maintenant, il y a Bauer qui a d'autres choses aussi. Exactement. J'aimerais vous présenter la série One X Lite. La meilleure façon de bien définir l'équipement One X Lite, en 2 mots, serait légèreté et protection. Premièrement, du côté des épaulières, on y dénote une amélioration avec une réduction de poids allant jusqu'à 25 %. De plus, Aerolite 2.0 et le Composite Curve protègent la colonne vertébrale. Finalement, leur doublure est traitée avec la technologie Sanitize. Côté jambière, on y retrouve un protecteur de tibia en Composite Curve avec Aerolite 2.0, un protecteur de genou moulé et une mousse Hyperlite 2.0 pour les mollets et le côté du genou. Finalement, pour les coudières, elles sont munies d'une coquille moulée avec mousse IX, d'une mousse Hyperlite avec insertion dans les biceps en PE et d'un Composite Curve aux avant-bras. Et pour tous les joueurs qui se cherchent la liberté de mouvement et la légèreté, vers quoi tu les enverrais? CCM offre une bonne option cette année, c'est le JetSpeed FT1. Conçu d'abord et avant tout pour sa légèreté et offrir une excellente liberté de mouvement. Par exemple, les épaulières procurent une liberté de mouvement supérieure. Une mousse en alvéole fermée absorbe moins la transpiration pour garder le joueur au sec. De plus, une coquille anatomique en composite Rocket Frame moulée offre une protection de calibre professionnel. Du côté des jambières, elles ont été développées pour être extrêmement légères et offrir une excellente liberté de mouvement sans compromettre pour autant la protection. Elles ont été conçues à l'aide d'une légère coquille avec système d'articulation, ce qui améliore la mobilité et la protection. Côté mollet, un système d'articulation améliore la mobilité et la protection. Finalement, à noter que les coudières ont été conçues pour être extrêmement légères et offrir une excellente liberté de mouvement sans compromettre pour autant la protection. Il est important d'essayer plusieurs modèles pour trouver le modèle qui est le plus confortable pour vous. Merci beaucoup, Eric, et en espérant que vous, à la maison, ça vous a aidé et éclairé dans la façon et quoi choisir également lorsqu'on vient parler d'équipement de protection. Avant de se quitter, tu viens nous parler la semaine prochaine d'une pièce d'équipement très importante. On va parler de casque. Super. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, je veux prendre le temps de te souhaiter un bon jour de l'an, bonne année 2019, et vous également à la maison. Ici Paul Byron, vous regardez Hockey, le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Cette semaine, à la chronique sur la glace, je suis accompagné de Steve Brûlé, qui est un ex-joueur professionnel, également un entraîneur à l'Académie de hockey Joël Bouchard. Steve, pas tous les buts dans la Ligue nationale sont marqués à la suite d'un échec avant ou du temps passé en zone offensive. Une stratégie qu'on peut utiliser, c'est l'aiguillage pour permettre la confusion chez les défenseurs adverses. Oui, exactement. On dit souvent qu'il faut être créatif pour pouvoir avoir des bons jeux offensifs. Donc, l'aiguillage va permettre de créer beaucoup de confusion chez les défenseurs, également d'acheter du temps et de l'espace pour les joueurs à l'attaque. Donc, beaucoup de choses à voir. Essaye de pas trop mêler mes défenseurs, Steve. Right? On va essayer, c'est bon. C'est bon. Parfait. Plusieurs façons de jouer dans un contre un, dans une situation de match, dans un espace restreint, sur la grande glace, sur la petite glace. Tu as mis une situation plutôt particulière pour tes attaquants, pour qu'ils puissent générer de l'offensive. Oui, effectivement, comme j'ai mentionné, les défenseurs d'aujourd'hui sont très bons, très mobiles. Donc, si on a réussi à effectuer un lancer dans des situations d'un contre un, je pense qu'on a fait un bon travail. Donc, on va travailler là-dessus. Parfait. Si les gars s'exécutent, on va pouvoir voir ce que ça donne. Parfait. Allez-y. OK, stop. Tout de suite, stop. Donc, OK, tout de suite, une erreur qu'on voit, c'est que le joueur adverse, OK, on a vu le joueur offensif s'en aller le long de la rampe tout le long, OK, sans prise d'information. Donc, très facile pour un défenseur, je pense, Denis, quand le joueur est sur la bande, c'est là que les joueurs défensifs les veulent.
Bon, maintenant, on va essayer d'amener un peu plus d'imagination dans les jeux offensifs. On va essayer de créer des feintes, tout ça. Évidemment, il y a une partie qui devient instinctif, mais il y a aussi des stratégies qu'on peut utiliser. Tu as de quoi penser pour nous? Exactement. On va parler d'aller chercher, attaquer le centre, comme Connor McDavid le fait si bien, avec la vitesse, donc l'option gauche-droite, très difficile pour le défenseur. Parfait. Allez-y, messieurs. Excellent. L'affaire qui est très difficile pour un défenseur, c'est que souvent, lorsque le joueur feinte d'aller vers l'intérieur, force souvent les défenseurs à faire un premier croisement et tout de suite aller à l'extérieur, on n'est plus en position de réagir. C'est là l'espace que l'attaquant a besoin. Exactement. Bon, une nouvelle tactique que tu vas amener qui va amener encore une fois à créer plus de temps et d'espace pour l'attaquant en vitesse. Exactement. C'est de venir chercher des croisés vers le centre et de changer de direction tout de suite après, très difficile pour le défenseur. OK, on regarde. Excellent. Bonne protection de rondelle également lorsqu'il déborde. Excellent. On a vu, lorsqu'il est venu croiser, il est allé chercher un petit peu de temps et d'espace vers l'extérieur. Et un coup rendu là, évidemment, le défenseur ne sera pas toujours battu. Très bien protéger sa rondelle pour aller au filet. Dans les pires des scénarios, souvent, le défenseur va être obligé de se commettre et de commettre une infraction. Et on a vu également aussi, lui, il était droitier, rentré à gauche, donc était capable d'amener sa rondelle là à l'extérieur. Exactement. Souvent, lorsque tu ramènes ta rondelle de ton revers, on va dire aux joueurs d'y aller à une main. Donc, l'amplitude et l'espace vont être beaucoup plus longs si on y va à une main que si on garde deux mains sur notre bâton du côté revers. La dernière et non la moindre pour aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a 1 million de façons d'être créatif offensivement. Mais un joueur qui est à la mode cette saison, évidemment, Austin Matthews, les Maple Leafs de Toronto, il y a un tir qui affectionne particulièrement. Effectivement, je pense que c'est une feinte qui va devenir très populaire chez les jeunes aujourd'hui. Donc, il est très bon à ce qu'il fait avec un bon lancer. Il utilise très bien le défenseur comme fond d'écran, ramène la rondelle près de lui pour effectuer un lancer. Donc, une feinte très difficile à effectuer, mais très efficace. Parfait. On regarde ce que ça donne avec les jeunes. Go! Excellent. Le mouvement est très peu. Lorsque l'attaquant vient ici, la rondelle est devant le défenseur, devant les jambières. Donc, le gardien ne voit pas quand le tir est décoché. Et tout simplement, c'est un changement d'angle d'à peu près 1,5 pied, 2 pieds, pas plus. Exactement. Mais ce qui fait la différence beaucoup aussi, ce que la rondelle voit et ce que nous, on voit, c'est pas la même chose. Donc, quand on change l'angle de tir, très difficile pour le gardien de but. Parfait. On demande aux entraîneurs d'être créatifs, mais on demande aussi aux joueurs de ne pas être robotisés. Hein, de prendre l'espace, d'observer ce que le défenseur te donne, ce que la défensive te laisse comme temps et espace, évidemment, et d'utiliser ton imagination. Plus on apprend ça jeune, plus on va être efficace, plus vieux. Très bien dit. Super. La semaine prochaine à l'émission, beaucoup de matériel pour les gens à la maison, Jasmin. Oui, tout à fait, Denis. On va parler avec Guillaume Latendresse de son parcours au hockey mineur, lui qui est un produit des riverains du Collège Charlemagne au niveau Midget 3 sur la rive sud de Montréal. Et on va également parler avec Eve Crépeau de Nutrition sportive. Oui, et moi, je reviens à la chronique équipement. On va parler de critères de sélection lorsque vient le temps d'acheter un casque. Et je retourne sur la glace avec Alexandre Jacques. En terminant, Jasmin, il y a de quoi pour les gens? Oui, tout à fait. On veut juste souhaiter une bonne année à tout le monde au nom de Hockey le magazine et en nos noms personnels, Denis et moi-même. Bonne année, passez du temps avec votre famille et amusez-vous bien. On se revoit en 2019. Bonne année. Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.